Bonjour à vous qui êtes fidèles de ce rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui bien entourés puisque Jean-Christophe Duthon, qui est directeur de projet en droit des affaires à la Direction générale des entreprises, est avec nous. Il a accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour. Et puis avec lui, c'est l'inoxydable Damien Dreux, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables en charge du secteur, une profession au cœur de l'économie, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et qui est un fidèle de cette émission. Et aujourd'hui, on va aborder une loi qui est entrée en vigueur comme par hasard, le 14 février 2022, une sorte de déclaration d'amour du gouvernement aux indépendants. C'est la loi API en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Autant le dire tout de suite, Damien Dreux, c'est un texte que le Conseil national de l'Ordre suivait avec beaucoup d'attention depuis plusieurs mois. Effectivement, vous le savez, Gabi, un des objectifs majeurs de notre mandature au Conseil national, c'est d'être au cœur de l'économie. Et donc effectivement, tout ce qui touche à l'économie, à l'entrepreneur, ça nous intéresse. On a été amené, et on en est très satisfait, à beaucoup échanger, puisque c'est une loi qui date de l'ancien gouvernement, avec le ministère des TPE et PME et la DGE ici présente. Donc on a été entendu sur un certain nombre de sujets. Et je crois que sur le grand principe, c'est vraiment une avancée, puisque par principe, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel sera protégé, ce qui n'était que sur exception dans le précédent statut de l'EIRL. Alors ce texte, maintenant qu'il est entré en vigueur, il faut quand même l'accompagner, le décrypter, le relayer, travailler à sa mise en œuvre auprès des dirigeants. Mais c'est ce qu'on va faire. Et on va débuter, parce que c'est une tradition chez nous, par le chiffre du jour. Alors Damien, ce chiffre du jour, c'est 3,3 millions, donc c'est un chiffre important. C'est le nombre d'entrepreneurs individuels en France, sur les dernières sources statistiques. Donc ça regroupe beaucoup de micro-entrepreneurs, c'est clair, mais tous les entrepreneurs sont concernés, quelle que soit l'activité. Agriculteurs, commerçants, artisans, profession libérale, on en reparlera un petit peu plus loin. Donc c'est dire l'impact de cette loi. On va entrer dans le détail comme promis. Que prévoit la loi ? Quelles sont les modalités d'application ? C'est ce qu'on va voir. Alors, Jean-Christophe Duthon disait que la loi avait été votée afin de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs indépendants, le protéger des risques liés à son activité professionnelle. Ça, c'est le cadre général. La première chose que fait la loi, c'est une distinction entre patrimoine pro et patrimoine perso, c'est ça ? Absolument. Donc, la loi va poser un critère objectif pour distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, celui de l'utilité des biens à l'activité professionnelle. Et à partir de là, elle va en tirer un certain nombre de conséquences, puisque le patrimoine professionnel sera le seul gage pour garantir les créances professionnelles. Donc, comme le disait tout à l'heure Damien, cette loi s'appliquera de plein droit à l'ensemble des indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants, agriculteurs non salariés ou profession libérale. Et à partir de là, la protection va être pleine et entière pour ce public. Donc on met le patrimoine perso de côté. Est-ce qu'il y a des exceptions à cette protection du patrimoine personnel ? Alors, il y a effectivement un certain nombre d'exceptions. D'abord, les indépendants pourront toujours grever leur patrimoine personnel de sûreté conventionnelle. Ensuite, cette différenciation du patrimoine sera indifférente pour certaines taxes et certaines cotisations. Donc, on pense à la taxe foncière, à la CRDS ou à d'autres taxes analogues. Nous avons également une exception à cette différenciation lorsqu'il y a des manquements aux obligations fiscales ou sociales. Cette différenciation est inopposable à l'administration fiscale ou aux organismes de sécurité sociale. Alors, quand même, dit comme ça paraît simple, mais juridiquement, ces notions de patrimoine professionnel et de patrimoine personnel, elles méritent d'être précisées. En pratique, quels sont les éléments constitutifs du patrimoine professionnel ?
Alors effectivement, donc l'autorité investie du pouvoir réglementaire a précisé donc que ces éléments constitutifs, notamment au travers de l'article R526-26 du Code de commerce, en posant une liste non exhaustive des éléments qui peuvent constituer donc ce patrimoine. Donc on pense naturellement au fonds de commerce, au fonds artisanal, au fonds agricole. Il y a également les locaux professionnels, des biens incorporels comme les brevets ou les marques. Ça, c'est si l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, c'est ça? Alors, donc ça, c'est une liste exhaustive qui s'applique pour l'ensemble, voilà, des entrepreneurs. Et ensuite, la question des obligations comptables, c'est une question de présomption qui sera développée ultérieurement, me semble-t-il. Donc, cette liste est non exhaustive, je le disais. On peut penser aussi au cas du numéraire. Pour le numéraire, donc, il s'agira donc des fonds de caisse ou des fonds qui se trouveront dans les locaux professionnels. Et s'agissant donc des comptes bancaires, il faut distinguer le cas donc d'un compte dédié à l'activité professionnelle pour lequel l'ensemble des sommes sera donc constitutif du patrimoine professionnel, des comptes non dédiés pour lesquels on estimera que les sommes donc nécessaires aux dépenses courantes feront partie de ce patrimoine professionnel. Et la liste est non exhaustive, comme j'indiquais tout à l'heure. Si l'entrepreneur individuel est soumis à des obligations comptables, ça donne quoi, Damien? Alors effectivement, comme c'était évoqué, ça va être une présomption. Ça va être un indicateur, parce que pour faire un bilan, donc tout ce qu'on va inscrire en tant que professionnel de la comptabilité à l'actif de l'entrepreneur individuel, il y aura une présomption que c'est bien un bien professionnel. Donc que ce soit du matériel, un véhicule, on y reviendra, des stocks, des créances, mais aussi des comptes bancaires ou des sommes en espèces. Ça va bien être le bilan et l'actif du bilan de l'entrepreneur individuel qui est soumis à ces obligations. Ça sera une présomption et un indice de faire partie du patrimoine professionnel. Alors vous avez très rapidement parlé des véhicules. C'est classé comment ça? Pro ou perso? Alors, il peut y avoir des biens mixtes. Je crois qu'il va falloir faire preuve de bon sens, mais on le faisait déjà. L'artisan qui utilise un véhicule utilitaire à 95% pour des raisons professionnelles et puis un petit peu à titre perso, on va l'inscrire à l'actif. Et c'est bien un bien majoritairement professionnel. À l'inverse, il faudra peut-être se poser la question sur un entrepreneur individuel qui utilise ponctuellement son véhicule personnel pour quelques déplacements. Il faudra plus qu'il fonctionne en annuité kilométrique. Et donc, il sera majoritairement un bien non professionnel. D'accord. Alors, une question qui peut paraître surprenante, mais est-ce que l'entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel? Alors, ce n'est pas du tout l'objectif de la loi, puisque l'objectif, c'est de protéger le patrimoine personnel. Alors, l'entrepreneur individuel ne peut pas être caution. Par contre, effectivement, dans des cas individuels, bien délimités, il pourra, au cas par cas, renoncer à cette protection. On peut prendre l'exemple sur la sollicitation d'un prêt bancaire. L'idéal, c'est pas de renoncer, mais si la banque dit, vu votre passé, on veut quand même que vous renonciez pour ce prêt bancaire, et l'entrepreneur veut à tout prix faire cet investissement et avoir ce prêt, il peut se renoncer avec une mention expresse à cette protection sur une créance. Idem pour un bail commercial, par exemple, pour l'obtenir. Ça peut être aussi le cas d'un bail commercial. Donc l'entrepreneur est totalement libre de choisir. Absolument, il est libre de le faire et le législateur a veillé à ce que cette liberté soit pleine et entière et soit encadrée. Comme toute liberté d'ailleurs, elle est pleine et entière parce qu'elle est encadrée. C'est le paradoxe de la liberté. Absolument. Alors expliquez-nous. Donc très concrètement, il doit y avoir une demande écrite du créancier qui souhaite bénéficier de cette renonciation cet écrit que sera l'acte de renonciation devra également permettre d'identifier à la fois le créancier, le débiteur, la créance pour laquelle la renonciation est accordée. Donc ça devra être un engagement spécifique. Et la renonciation ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'un délai de réflexion qui est de 7 jours, qui peut être réduit à 3 jours, moyennant un formalisme complémentaire. Donc, demande écrite, mention obligatoire et un délai de réflexion aussi obligatoire. Alors, vous avez effleuré le sujet l'un et l'autre, mais la question s'impose malgré tout. Est-ce que vous conseillez la création d'un compte bancaire professionnel? Ou bien est-ce qu'on peut
s'en passer? Alors peut-être sur ce point, donc, on souhaiterait donc, apporter une nuance. Un compte dédié à l'activité professionnelle n'est pas forcément un compte dit professionnel au sens où l'entendent les banques. On peut dédier un compte ouvert en tant que simple particulier à l'activité professionnelle. Cette précision étant apportée, naturellement, on recommande tout à fait donc, de dédier un compte à l'activité professionnelle indépendante pour la simple et bonne raison que ça assure de la clarté dans la distinction entre les deux patrimoines, puisque tout flou sera utilisé finalement au détriment de l'entrepreneur par les créanciers qui pourraient souhaiter donc atteindre l'assiette la plus importante pour assurer leur saisie. Souci de clarté, tout simplement. Et de gestion. Un compte dédié, c'est le début de la gestion. Une question quand même qui s'impose, me semble-t-il, que deviennent les EIRL qui existaient déjà, parce qu'elles aussi permettaient de faire cette distinction pro-perso, me semble-t-il. Alors, les URL qui existent déjà pourront continuer à exister, simplement donc la loi a supprimé l'option pour créer une URL, donc il n'est plus possible d'en créer de nouvelles, pour la simple et bonne raison que le nouveau statut apporte finalement les mêmes avantages en se délaissant de la complexité antérieure. Il y a quand même des modifications qui sont apportées au régime de l'URL. Donc l'URL ne pourra plus transférer de patrimoine affecté à un entrepreneur individuel avec le maintien de l'affectation. Cette affectation va tomber. Et par ailleurs, il ne sera plus possible de continuer le URL en exerçant l'option successorale au décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Alors, depuis cette Saint-Valentin de l'entrepreneur individuel, de nombreuses questions ont afflué vers le Conseil national de l'ordre, de la part des experts comptables, mais pas que. On va en aborder quelques-unes, c'est la FAQ. Alors celle-là de question, elle est revenue 1000 fois. Si l'entrepreneur individuel exerce son activité dans une pièce de son domicile, vous voyez, dans ce bureau, de cette chambre qu'on a transformée en bureau, comment ça se passe ? Est-ce que sa résidence fait partie du patrimoine professionnel ? Est-ce qu'elle peut être saisie par les créanciers professionnels ? Alors, c'est une excellente question. C'est pour ça que je l'ai posée. C'est une question récurrente, d'ailleurs. Effectivement, si on se réfère à ce critère de l'utilité, si une partie de la résidence principale est issue de l'activité professionnelle et est utilisée à cette fin, eh bien, cette partie tombera dans le patrimoine professionnel et pourra constituer finalement un gage pour les créanciers à titre professionnel. Le reste de la résidence restera soumis au régime de l'incessibilité de plein droit. Mais attendez, je ne comprends pas. J'ai un domicile, j'ai une chambre affectée à mon activité. On va pouvoir me saisir la chambre, c'est-à-dire que mon créancier va pouvoir s'installer dans la chambre à côté de la mienne. Ça ne veut pas dire ça quand même. Alors, vous n'avez pas prévu ça, vous ? Théoriquement, et alors pour le coup, la loi en faveur du travail indépendant n'a rien changé au droit antérieur. Pour le coup, il est tout à fait possible de devenir propriétaire d'une quote-part indivis de cette résidence. Et c'est le régime de l'indivisibilité. Alors, je vais y arriver. Le régime de l'indivision qui a vocation à s'appliquer. Oui, alors, d'un point de vue pratique, si je suis artisan en province, avec un petit bout de mon garage affecté pour stocker du matériel, je vois mal un banquier aller saisir un petit bout de mon garage. Par contre, effectivement, Gabi, si j'ai un bel appartement dans le centre de Paris, au prix du mètre carré à Paris, et qu'il y a une pièce dédiée, là, il faut peut-être se méfier un peu. Je risque d'être obligé de vendre mon appartement. Mais c'était déjà un petit peu le cas avant, et là, peut-être que le régime de société aura encore de l'intérêt. Alors, un certain nombre de questions qui nous arrivent aussi, on s'interroge beaucoup. Est-ce qu'il est vrai que dans sa correspondance professionnelle, l'entrepreneur individuel soit désormais obligé d'indiquer son nom précédé ou suivi des mots entrepreneur individuel ou même EI ? Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Tout à fait, c'est logique, puisque il va y avoir une responsabilité limitée au patrimoine professionnel. On fait le parallèle avec les sociétés commerciales, les CRL, et ça doivent mentionner cela sur leur papier en tête. Donc l'EI a aussi cette obligation, et quelle que soit sa forme, même les micro-entreprises, même les professions libérales, doivent faire cette mention
sur l'ensemble de leurs documents. Dans tous les documents ? Alors oui, c'est une réalité. Alors la loi n'a pas posé de liste exhaustive des documents en question, puisqu'au fait, il peut y avoir des usages différents en fonction des professions, mais on vise très clairement tous les documents précontractuels, tels qu'une offre de service, une offre de vente, des devis, les documents contractuels et les documents d'exécution liés à une vente ou une prestation de service, comme les factures. Et alors ça a une importance et que je tiens à souligner, puisque pour certaines activités, il n'y a pas d'obligation d'immatriculation, et c'est donc le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel qui va faire débuter le début de la protection du patrimoine personnel. Donc il est important pour ce public en particulier de signaler que l'acte a été accompli en cette qualité. Et d'une façon générale, ça va permettre d'apporter encore une fois de la clarté, on le disait tout à l'heure, pour savoir que les actes sont véritablement accomplis en cette qualité d'entrepreneur individuel, et donc de rendre opposable la protection aux destinataires des actes. Les professions libérales aussi sont concernées par ce... Elles sont concernées, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Les micro-entrepreneurs sont concernés, donc effectivement, c'est peut-être pas l'habitude d'un médecin de mettre ce type de mention, il faudra qu'il y pense. Alors, quel est le régime, c'est aussi une troisième question qui est assez fréquente, quel est le régime fiscal de l'entrepreneur individuel ? Est-ce que la loi change quelque chose, qui est la mienne ? Alors, déjà, ce qu'elle ne change pas, c'est sur les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, ils sont toujours à l'impôt sur le revenu. Donc, d'un point de vue fiscal, ça ne change pas pour les micro-entrepreneurs. Par contre, pour les autres, ceux qui sont au réel, effectivement, avant, il n'y avait que les EIRL qui pouvaient opter pour l'impôt société. Alors finalement, là, tous les entrepreneurs individuels au réel pourront opter pour l'impôt société. Donc il faudra qu'ils le fassent dans les 3 mois du nouvel exercice pour lequel ils optent pour l'impôt société. Et ils pourront renoncer éventuellement à cette option. Pendant les 5 premières années, ce n'est pas irrévocable. Au bout de 5 ans, cette option IS, impôt société, devient irrévocable. Cette option IS, elle a de l'intérêt dans certains cas, notamment quand on a des entreprises en croissance qui ont financé un besoin en fonds de roulement. Ça permet de distinguer son imposition personnelle et l'imposition de l'entreprise de l'activité professionnelle. La renonciation, elle doit intervenir dans un délai qui est précisé, je crois. C'est au bout de 5e exercice. Alors, il faut pas. On peut renoncer pendant les 5 premiers exercices auxquels on a fait l'option. La distinction entre patrimoine professionnel et personnel s'applique à compter du 15 mai. 15 mai, absolument. Comment ça se passe pour les entreprises créées avant cette date ? Alors, donc, cette distinction ne vaudra que pour les créances qui naissent à compter du 15 mai 2022, ce qui veut dire que pour les créances antérieures, on reste dans le droit antérieur où l'entrepreneur doit répondre sur l'intégralité de son patrimoine. Alors, un dernier thème, et il est très important, puisque c'est une vraie innovation aussi de cette loi, c'est la question de l'allocation travailleurs indépendants, et c'est cette allocation qui va nous intéresser à partir de maintenant. Marine Chevreux nous a rejoint, je la salue. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et nous sommes ravis de vous compter parmi nos intervenants. Vous êtes chef de projet en droit social à la Direction générale des entreprises et votre concours va nous être précieux sur ce volet très particulier et très novateur de la loi puisqu'elle change les règles au niveau social. Cette loi, l'entrepreneur individuel a désormais droit à une allocation chômage, j'ai bien compris. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai pas compris. Si vous avez bien compris, en fait, que la loi prévoyait un nouveau cas d'ouverture à l'allocation des travailleurs indépendants. Mais en fait, cette allocation existe depuis 2019. Et donc, elle permet, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de pouvoir bénéficier d'une allocation. Depuis le 1er avril 2022, il est possible de bénéficier de cette allocation en cas de cessation définitive d'activité, parce que l'activité est économiquement non viable. Donc il faut pour cela solliciter une déclaration de cessation définitive et totale d'activité auprès du centre de formalité des entreprises ou auprès du guichet unique électronique. Déclaration de cessation d'activité uniquement parce que l'activité n'est pas viable, pas la volonté de mettre un terme à cette activité parce que je suis fatigué, j'ai envie de changer de crèmerie ou... Exactement, uniquement parce que l'activité n'est
n'est pas viable. Est-ce que c'est la seule condition pour bénéficier de cette allocation? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez un montant à nous livrer? Elle s'élève à combien d'euros cette allocation? Alors non, il faut rentrer dans plusieurs autres conditions, donc 4 en particulier, elles sont cumulatives. Donc il s'agit d'avoir exercé son activité sans interruption pendant les 2 années précédant la demande de l'allocation. Il faut avoir généré un revenu minimum d'au moins 10 000 euros sur les 2 dernières années d'activité. Il faut également être demandeur d'emploi et donc inscrit auprès de Pôle emploi en tant que demandeur. Il faut faire la démonstration qu'on est bien en recherche d'activité, d'un nouvel emploi, d'accord. Oui, tout à fait. Et il faut disposer aussi à titre personnel de ressources inférieures au montant du RSA. Ah oui, c'est quand même assez contraignant. Ça me semble de bonne loi, étant donné que l'allocation des travailleurs indépendants s'élève quand même à 800 euros par mois pendant 6 mois. Donc, je dois avoir exercé mon activité pendant 2 ans, avoir généré 10 000 euros de revenus au moins sur ces 2 dernières années, être à la recherche d'un emploi et disposer de ressources inférieures au RSA. Et là, j'aurai 800 euros. Tout à fait, pendant 6 mois. Alors, ce montant peut être effectivement revu en fonction de la moyenne de vos revenus des 2 dernières années. C'est-à-dire que si vous avez gagné moins de 800 euros sur les 2 dernières années en moyenne, à ce moment-là, le montant de votre ATI ne pourra pas dépasser ce montant moyen. Est-ce qu'on a des données déjà sur le nombre d'indépendants qui bénéficient de ce dispositif d'allocation ou pas? Oui, on en a, mais là, je ne les ai pas avec moi. Mais ce sont non, ils sont nombreux, ou alors on est pour l'instant dans un dispositif dont on ne s'est pas encore vraiment emparé? Non, alors effectivement, le dispositif n'était pas vraiment utilisé par les travailleurs indépendants et c'est pour ça que la loi a prévu un nouveau cas d'ouverture, puisque effectivement, il fallait attendre auparavant l'engagement d'une procédure de liquidation de redressement judiciaire, ce qui pouvait être assez long. Et dans ce cas, en général, le travailleur indépendant avait déjà retrouvé une activité, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de... Oui, il n'était pas couvert pendant la transition. C'est ça. Parfait. On va essayer de se résumer, si vous le voulez bien, séquence en bref. Damien, on le dit et on le répète, mais c'est comme ça, c'est l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Tous les entrepreneurs individuels sont concernés par ce dispositif. Effectivement, tous les entrepreneurs individuels sont concernés, donc les micro-entrepreneurs, qui ont un statut spécifique fiscal et social, mais aussi toutes les activités. Un entrepreneur individuel, un agriculteur, un commerçant, un artisan, une profession libérale sont concernés. Et puis ça va même au-delà. Là, on n'est pas que sur les indépendants. Les dirigeants d'entreprise, un gérant majoritaire avec un statut de TNS, travailleur non salarié, a le droit aussi à bénéficier de cette allocation, et aussi un dirigeant de SA, de SAS, pour sa rémunération de dirigeant. Et en quoi l'expert comptable peut-il être un accompagnant, un secours, un recours important pour l'entrepreneur individuel? Il est même indispensable, voire obligatoire. Encore une fois, notre position de tiers de confiance a été prise en compte. Donc c'est bien l'expert comptable qui va attester du caractère non viable, avec une formule assez simple. Il va attester qu'il y a une perte de revenus d'au moins 30% qui justifie le caractère non viable, et donc qui justifie le dépôt d'un dossier et le bénéfice de cette allocation. Tiers de confiance. Tout à fait. Merci à nos amis de la DGE pour toutes ces explications, Jean-Christophe Duthon et donc Marine Chevreux qui nous ont consacré ce temps-là. Merci pour votre clarté. Vous savez que vous pouvez revisionner cette émission, c'est conseillé. Et vous savez que pour aller plus loin, vous pouvez vous adresser à la Dream Team du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, une armée de permanents et d'élus qui sont à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. À très vite pour FusExpert l'émission. Que la journée vous soit douce.